Dans l'épisode précédent du trésor de Pablo Escobar, Vous pensez qu'il reste de l'argent caché quelque part? Il a gagné des milliards de dollars. ils emballaient de l'argent et le cachaient dans des caletas. Après ça, ils étaient tués, ce qui fait que personne ne sait où se trouve le butin. Avec Ben, mon coéquipier, on cherche le trésor de Pablo Escobar. D'après ce qu'on m'a dit, Juan Esteban dirige le barrio. Par ici. Il y a quelque chose là. Ça ressemble franchement à une boîte. Pablo a enterré ici ce qu'il ne voulait pas qu'on trouve. Les taches roses montrent les zones où du métal est enterré. Ça doit être ça. C'est gros. Au cours des années 90, Pablo Escobar devient le trafiquant de drogue le plus riche de l'histoire. Avant sa mort, l'homme enterre des millions de dollars un peu partout en Colombie. Et la plupart d'entre eux dorment toujours quelque part. Aujourd'hui, 2 anciens agents de la CIA Je veux qu'il devienne mon indique. vont infiltrer l'ancien territoire du baron de la drogue. Il y a un immeuble là-haut que Pablo et ses hommes occupaient. Les rumeurs ne m'intéressent pas. Je veux des faits. Ils vont tenter de retrouver le trésor de Pablo Escobar. Il y a du métal là-dessous. On dirait une boîte. C'est gros. Mais C'est une moto. C'est du plastique, mais on voit des vis là. Quand j'ai sorti les morceaux, j'ai tout de suite vu que c'était une moto. Je me demande s'il y a d'autres trucs. Allez, trouvez-moi de l'argent, allez. En les observant par le grillage, j'ai compris qu'ils avaient trouvé quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai regardé Juan. Et c'était clair que pour lui, c'était de l'argent. Je le regardais de loin, il a levé les yeux et on n'arrêtait pas de se dévisager. Il y a quelque chose qui casse là. ah oui? Est-ce que c'est ça? J'ai entendu un bruit de métal et quand j'ai regardé les débris, j'ai vu un truc. C'était un objet métallique noir. T'as de bons yeux, j'avais pas vu. C'est quoi? Une pièce de moto. Ça s'assemble comme ça Ah ouais, pour mettre les roues. c'est ça. On continue? Ouais. Là, regarde. Il y a un rétro. C'est pas vrai. Juan nous a expliqué que Pablo Escobar envoyait 1 ou 2 hommes enterrer son argent en fonction de la quantité qu'il y avait et ensuite il les exécutait. Comme ça, Pablo était le seul à connaître la cachette. Le réservoir était là. Et là, il y a un rétroviseur. Il y a une autre pièce. C'est une super piste. Si ces pièces viennent des sicarios qui se sont fait tuer et enterrer avec l'argent, il y a peut-être des millions de dollars sous nos pieds. Un garde-boue. Prochaine pelletée, de l'argent. Il y a d'autres pièces ici. On essaye encore? Une ou 2 pelletées, oui. Y a pas grand-chose ici. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On est repassé avec le matériel, mais on trouve plus de métal. Alors on va plus loin? Ouais, on va creuser dans ce coin-là. Je veux pas abandonner, je veux continuer à creuser. Felipe, tu peux vérifier par ici? Ouais, passe là. Toujours rien? Allez, on continue. Vous savez, sur ce genre de mission, on doit prendre certains risques. Le prochain est juste là. Super. Parfois, on fonce tête baissée alors qu'on n'a plus les ressources qu'on avait quand on travaillait pour le gouvernement américain. Toujours rien? Les autorités colombiennes ont tout intérêt à nous laisser enquêter. Selon la loi, elles récupèrent tous les bénéfices quand on découvre de l'argent en lien avec le trafic de drogue. Et celui-là? Ça veut dire quoi? On dirait qu'il y a des gravats de construction. Pablo a peut-être caché des milliards. Par là-bas.
Le découvreur garde 5%. Et ces 5%, on a l'intention de les remettre à la communauté que Pablo Escobar a détruite. Alors on creuse, on va de plus en plus profond. À ce stade de la journée, on a exploré presque tout le champ. Ok, on passe au suivant. Ouais, on a creusé à une vingtaine d'endroits. La pelleteuse a tourné sans arrêt. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des gravats, des déchets oubliés dans le champ et les morceaux d'un deux roues. On commence à se rendre compte que l'argent n'est pas ici. Il n'y a rien du tout. C'est décevant. On trouvera probablement rien dans le coin. On va ramasser toutes ces pièces et les rapporter à l'entrepôt. Comme ça, on pourra les analyser et voir si les cadres correspondent à certaines des motos que Pablo et ses hommes de main utilisaient. Ce que je veux savoir, c'est si cette moto date du règne de Pablo Escobar. Est-ce qu'elle a pu appartenir à l'un de ses sicarios? Si on peut établir un lien entre ce véhicule et Pablo Escobar, ce sera un signe de plus que Juan Esteban nous dit la vérité et qu'on est effectivement sur la bonne piste. Pablo tuait des gens et il les enterrait avec leur moto. Mais je veux savoir si celle-ci a pu appartenir à l'un de ses sicarios. Le mot sicario n'est pas un mot espagnol. Il vient en fait de l'arabe. Ça remonte à l'époque des sicaires, des assassins, qui dissimulaient des dagues sous leurs vêtements et poignardaient leurs victimes au beau milieu d'une foule. Le terme sicario est aujourd'hui devenu synonyme d'assassin. Quand vous vous appelez Pablo Escobar et que vous dirigez le plus grand réseau de trafic de drogue du monde, il vous en faut beaucoup. Je crois que j'en sais un peu plus sur ce véhicule. Voilà une photo du cadre. Paul est un excellent scientifique, la crème de la crème. Il a consacré toute sa carrière à la recherche d'objets enfouis sous terre. Il a trouvé des manuscrits de la mer Morte, des tunnels cachés. Il y a des similitudes, c'est évident. Quand Pablo recrutait, la moto était un outil clé pour ses sicarios et les hommes de main de son organisation. Il sortait du barrio des gamins de familles pauvres et il leur offrait une moto pour qu'ils travaillent pour lui. Les sicarios utilisaient ces motos pour retrouver les ennemis du cartel, où qu'ils soient, et les assassiner. Il y avait un tireur à l'arrière pour exécuter la cible. Et il s'enfuyait. Escobar et son cartel ont tué plus de 550 policiers et des douzaines de membres du gouvernement. C'était une méthode d'exécution tellement efficace qu'il est aujourd'hui encore interdit à 2 personnes de monter sur la même moto à Medellín. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait que le rétro-droit. C'est parce que les sicarios supprimaient leur cible par le côté opposé à celui du conducteur. Un rétroviseur aurait pu toucher la voiture ou gêner. Ça, c'est la fourche avant. Le numéro de série est placé là habituellement, mais on dirait qu'une partie a été enlevée. Peut-être pour qu'on ne puisse pas le trouver. Pourquoi? Sans doute pour effacer des preuves. On a retrouvé plusieurs pièces de moto dans le barrio. Ma principale source, Juan, m'avait prévenu qu'on en trouverait. Au moins, je sais que jusque-là, il m'a dit la vérité. J'espère qu'il y a plus que ça. Genre de l'argent et des pierres. Quand on travaille pour la CIA, il faut être sûr de ses sources. Il faut vérifier la véracité des informations avant d'agir. Grâce à tout ça, j'ai pu m'assurer que Juan est disposé à me dire la vérité. En tout cas, on a fouillé le barrio Pablo Escobar avec tous les moyens à notre disposition. Juan ne connaît rien d'autre que ce barrio. S'il n'y a plus rien à tirer de ce barrio, il n'y a plus rien à tirer de Juan. À ce stade, la vraie question, c'est: est-ce qu'il a encore beaucoup d'informations utiles à notre opération? La prochaine étape, ça va être d'infiltrer le réseau d'Escobar. On apprend très rapidement que ses proches appartiennent à 2 catégories. Il y a ses fidèles sicarios et sa famille, en qui il avait confiance. Et c'est tout. Pendant son règne, il fallait appartenir à l'un ou l'autre de ces 2 groupes.
soit un parent, soit un tueur à sa botte. Les seules pistes que j'ai sont ici et pas ailleurs. On devrait être prêt à suivre toutes les pistes, où qu'elles mènent. Moi, je vais me concentrer sur sa famille. De nombreux endroits où Pablo a vécu et où il est passé n'ont pas été détruits par l'armée et sont aujourd'hui encore habités par des membres de sa famille. Si on arrive à se rapprocher d'eux, ça ouvrira de nouvelles perspectives dans notre enquête. De mon côté, j'ai commencé à rencontrer des sicarios et j'ai commencé à parler avec des gars de la rue. Alors je vais continuer d'infiltrer cette partie-là de son réseau. Un sicario, c'est un assassin. Pablo en avait des centaines, voire des milliers. Et son homme de main numéro 1, c'était Popeye. Il a perpétré lui-même 250 meurtres. Et il en a commandité plus de 2000 autres. Popeye a commis beaucoup d'actes atroces. Selon toute probabilité, Popeye est la seule personne au monde à avoir des informations à nous donner sur les lieux où sont cachés ces Caletas. Et après 23 ans, Popeye est sorti de prison. Il sait quelque chose, c'est sûr, et c'est pour ça qu'il est ma cible numéro 1. J'ai envie de pomper jusqu'à la dernière info qu'un gars comme lui peut avoir. À suivre. Je veux me servir de lui. J'ai besoin qu'il me dise encore une chose. Il faut qu'il me donne le numéro personnel de Popeye. Il avait peut-être confiance en son réseau de criminels, mais encore plus en sa famille. Est-ce que quelqu'un a déjà fouillé cet appartement? Non. On a détecté une cavité dans le mur. Des millions de dollars, ça tient dans un petit espace. Oh, wow. On est à la recherche des millions que Pablo Escobar a enterrés. Pour remplir notre mission, on doit entrer en contact avec Popeye, le bras droit de Pablo. Et après 23 ans, Popeye est sorti de prison. Tout le monde en Colombie sait qui il est. Il est devenu une sorte de célébrité. Il est censé mener une nouvelle vie. Il a soi-disant tourné la page aujourd'hui. Mais tout ça, je m'en fiche. Je veux juste me servir de lui pour trouver l'argent. Popeye est sur les réseaux sociaux. Il a même son propre site internet. On pourrait s'en servir pour l'atteindre. Mais si on révèle nos intentions trop tôt, il pourrait tenter de nous manipuler. Ça lui donnerait du pouvoir sur nous. On ne veut pas l'aborder de front. On veut pouvoir l'approcher discrètement et établir le contact d'une manière qui soit pertinente pour nous. On veut l'atteindre via ses anciens contacts criminels. Juan était en bas de l'échelle du pouvoir, sous le règne de Pablo Escobar. Mais il a fait de la prison avec Popeye. Alors il est sans doute l'une des dernières personnes encore en vie aujourd'hui à pouvoir dire qu'il le connaissait, qu'il était son ami. Donc j'ai besoin qu'il me dise encore une chose. Il faut qu'il me donne le numéro personnel de Popeye. Je vais retourner dans le barrio et rendre une petite visite à Juan. Hablamos a Popeye. Hablarte de Popeye. Sí. La verdad con él pasamos momentos agradables en prisión. Alguien que fue una gran persona con Pablo, alguien que estuvo con él en todas sus cosas. Sí. ¿Tienes el número de Popeye? El número. Sí. No, ahorita no, yo no tengo ninguna contacto ni ninguna comunicación con él ni. Dans mon travail, j'ai rencontré beaucoup de menteurs et je vois bien que Juan me cache quelque chose. Je suis certain qu'il a ce numéro. Ya que eso es un tema delicadísimo, pues, pero no la podemos cagar ni embarrar porque nos podemos calentar. Il faut s'accrocher et montrer qu'on n'abandonnera pas. Hazme 14. Dile que me llame. Je ne vais pas bouger d'ici jusqu'à ce que tu finisses par me donner son numéro. Es muy importante.
Vamos a hablar con un lugarteniente de Pablo Escobar. Sí, hombre. Lo haremos. Et la mémoire lui revient. Muchas gracias, amigo. A las que sea, mi niño. Ok. Dios me bendiga. Ok. Muchas gracias. Là, j'attends d'avoir Popeye au bout du fil. Il faut que je lui fasse comprendre. C'est ta chance. Tu essaies de te repentir et de redresser tous tes torts. Eh bien, je suis là pour ça. On peut s'entraider et trouver ensemble ce qu'on cherche. À toi de voir. Tu pourrais y trouver ton compte. Mais il y a une question à se poser. S'il savait où était cette fortune, il aurait dû se précipiter pour la récupérer dès sa sortie de prison. Il aurait pu s'installer tranquille, s'offrir tout le confort. Mais peut-être que s'il ne saute pas sur l'occasion, et c'est primordial, c'est surtout parce qu'il est connu maintenant. On parle d'un homme qui ne peut pas aller dans ces coins-là. C'est comme pour moi et mon ancien boulot. Il y a des endroits où je ne peux pas aller non plus. À sa place, j'aurai quelqu'un là-bas pour être mes yeux et mes oreilles. Donc je dois garder à l'esprit que c'est peut-être ce qui se passe avec Popeye et moi, là. Alors, je reste sur mes gardes, je me demande ce qu'il aurait à y gagner, parce qu'un homme comme Popeye ne fait jamais rien pour rien. Et s'il essaie de se servir de moi pour découvrir où se trouve l'argent, je le trouverai avant lui. Pendant que Doug essaye d'obtenir un entretien avec Popeye, mes recherches me prouvent qu'on a de bonnes raisons de se rapprocher de la famille de Pablo. Si on veut retrouver ces millions, il ne faut pas oublier qu'elle a encore accès à certains de ses secrets. Il avait peut-être confiance en son réseau de criminels et en ses fidèles sicarios, mais encore plus en sa famille. Et il serait logique qu'il ait caché son argent auprès des personnes qu'il aimait et qui comptaient le plus pour lui. J'ai trouvé à Medellín un appartement qui appartenait autrefois à notre baron de la drogue. Aujourd'hui, c'est une femme nommée Claudia qui en est propriétaire. Claudia a été mariée au frère de Pablo Escobar. Je l'ai appelé sans prévenir. Je lui ai un peu parlé de notre projet, des technologies à notre disposition et de ce qu'on espérait trouver. Ça a suffi à la tenter. Et maintenant, elle est aussi curieuse que nous de découvrir s'il a caché de l'argent dans cet appartement. Hola, buenos días. Comment ça va? Claudia vit dans un endroit fascinant. On a la preuve que cet appartement appartenait à Pablo Escobar lui-même. Et on sait aussi qu'elle faisait partie de sa famille. On a affaire à sa belle-sœur. Ça c'est vrai, oui. Quand je suis entré, je me suis dit « Waouh, c'est beau. C'est un appartement magnifique. C'est très beau. » Comme je vous le disais, Doug et moi faisons quelques recherches. D'accord. On a entendu parler de vous et de votre maison ici. Alors on voudrait vous poser quelques questions. Comment c'était de fréquenter Pablo Escobar? Et qu'est-ce que ça fait de vivre ici? Racontez-nous comment vous avez rencontré la famille en général, et Pablo et Roberto en particulier. Une fois, je suis allée le voir à la cathédrale. Vous lui avez rendu visite dans sa prison? Oui. Ah d'accord. Et c'était comment? C'était une grosse fête? Au début, c'était effrayant. Mais ensuite, c'était sympa. Mais c'est dingue, c'était quand même une prison. Oui, c'est vrai. C'était mieux que la plupart des boîtes. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On voudrait mieux comprendre la psychologie de Pablo, entrer dans sa tête pour trouver où il aurait pu cacher de l'argent et deviner à quel genre de stratégie il aurait pu recourir. J'ai rencontré Pablo et Roberto quand je participais à un concours de beauté en Colombie. Claudia était une reine de beauté au début des années 90. Alors elle était au centre de l'attention et elle a utilisé sa position pour se frayer un chemin vers Pablo. Vous aviez conscience de l'ampleur de leur réseau criminel? Oui. Et de la drogue? Oui. Mais en même temps, elle nous a raconté certaines des terribles expériences qu'elle a vécues. Je suis en danger, en permanence. Cette époque de sa vie a l'air de la rendre nostalgique, mais elle est aussi profondément blessée. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui se passait ici? Avant qu'il soit à moi, c'était l'appartement de Maria Victoria, la femme de Pablo. Est-ce que quelqu'un a déjà fouillé cet appartement? Non.
Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé des trucs étranges. Des trous. Quand elle a emménagé, elle a trouvé plusieurs trous dans les murs et des cavités étonnantes. Je suis mort de curiosité, je veux fouiller cet appartement et voir si je peux découvrir autre chose. J'adorerais que vous nous fassiez visiter. Je voudrais voir les endroits où vous avez trouvé des trous et dans lesquels on pourrait cacher de l'argent. On sait que Pablo dissimulait des caletas dans les murs, dans les plafonds et dans les planchers. Il en mettait partout. Ok. Elle pense que quelqu'un a percé le mur et a pris quelque chose. Pour moi, c'est le signe que quelqu'un, peut-être Pablo ou peut-être quelqu'un d'autre, savait qu'il y avait quelque chose de précieux caché dans ces cavités et l'a pris. Mais est-ce qu'ils ont tout trouvé? De ce côté-là, par ici, il y avait un bunker. Il se fermait en appuyant sur un bouton. C'était tout en métal. Une porte blindée coulissait comme dans un film. C'est ça. Pablo était menacé au quotidien. Il était inquiet pour sa vie en permanence. C'est d'ailleurs dans cet appartement que ses ennemis, une milice privée appelée Los Pepes, ont tenté de l'assassiner en lançant une roquette par la fenêtre. Mais il prenait toujours des précautions. Il avait installé un repère de super vilains dans cet appartement. On sent encore le blindage dans les murs. Cet endroit, c'est devenu sa forteresse de solitude à Medellín. Tout métallique. Partout. Ce que j'apprécie beaucoup avec Claudia, c'est qu'on n'a pas besoin d'insister. Elle n'hésite pas une seconde à nous révéler des informations que Juan m'obligerait à mériter. Est-ce qu'elles vont nous servir? Elle plante le décor. Mais moi, je veux trouver de l'argent. Esta parte de acá es algo muy interesante. Oh, un truc secret. Mira abajo. Oh, wow. On a suivi une piste jusqu'à un appartement dont la proprio s'appelle Claudia. Avant, il appartenait à Pablo Escobar. Elle est persuadée qu'il y avait de l'argent caché ici et elle est très curieuse. Elle veut savoir s'il en reste quelque part. Oh, un truc secret. Mira abajo. Oh, wow. C'est quoi? Il y a un... C'est un coffre-fort. Oui. La porte n'est plus là, mais le coffre est assez grand. Environ 30 par 30 cm. Je peux voir? Ah oui, en effet. Ça, c'est pour du cash. Une liasse de 10 000 $ en billets de 100, c'est épais comme ça. Si vous multipliez ça par 10, ça fait 100 000 $. Faites le calcul. En fait, des millions de dollars, ça tient dans un petit espace. Ce coffre-fort est en plastique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le trouver avec un détecteur de métaux. La personne qui l'a installé ici s'attendait à ce que la police, les ennemis ou même des alliés fouillent l'appartement au détecteur de métaux à la recherche de coffre-fort. Claudia, ça vous ennuierait pas si on faisait venir notre équipe ici avec son matériel pour voir s'il y en a d'autres quelque part? Ça vous va? Oui. Super. Parfait. Cool, tu devrais les appeler. Ouais. Sacrée découverte. Le coffre est vide, mais il y en a d'autres planqués dans la maison? Paul, ici Ben. Je te reçois. À toi. Je veux fouiller les moindres recoins. Tu prépares le matériel dont tu as besoin et tu viens? Et on s'y met. Enchanté. Claudia nous a montré une ou deux pièces que je voudrais que vous fouilliez. Comme le coffre est en plastique, les détecteurs de métaux et les magnétomètres ne serviront à rien ici. Là, c'est la salle de bain. Elle est toute en marbre. Il y avait un gros trou ici et elle l'a recouvert avec ce miroir. On va devoir utiliser des fibroscopes, des radars à pénétration de sol et le scanner à béton. Ces outils vont nous permettre d'aller regarder derrière les murs pour voir où Pablo a pu cacher de l'argent. Par ici, c'est le dressing. Il y a un coffre. Pour moi, ce mur est l'emplacement idéal pour commencer nos recherches. On devrait regarder s'il y a d'autres cachettes. Et elle ne sait pas ce qu'il peut y avoir d'autre. C'est la cloison parfaite pour cacher quelque chose. On peut y poser notre gabarit et commencer à scanner. On va mettre le radar de l'autre côté et regarder à l'intérieur. C'est notre meilleure chance.
On va installer 2 mètres ruban et... Si Pablo a été assez malin pour installer un coffre en plastique, il a sans doute été assez malin pour ne pas mettre de métal dans les murs. On va avoir besoin du radar. On va commencer par les verticales, puis les horizontales. Ok. On l'utilise sur les murs au lieu du sol. Le radar à pénétration de sol envoie des ondes électromagnétiques qui traversent un objet ou rebondissent dessus. Il nous indique aussi bien la présence d'un objet qu'un espace vide. Il nous donne même la taille et la forme de l'objet détecté. Regardez. On dirait une boîte. Incroyable. On a détecté une cavité dans le mur. Elle mesure entre 75 et 125 cm. Paul a trouvé une cavité parfaitement rectangulaire. On dirait qu'elle a été conçue pour y cacher quelque chose. Elle se trouve près du coffre, de l'autre côté du dressing. Alors s'il a caché quelque chose là, qu'est-ce qu'il a bien pu cacher d'autre? Ça vous ennuierait si on faisait un trou dans votre mur? Si vous le rebouchez. Avant de casser le mur, on va y faire un trou à la perceuse de précision et passer le fibroscope. Vous savez ce que c'est? J'aimerais bien. C'est quoi? Ce qu'on a repéré est bien là. Une grande cavité. Malheureusement, elle est vide. Malheureusement. Notre ami Paul, le technicien, ne rencontre pas souvent une reine de beauté. Merci de nous avoir laissé au moins jeter un œil. Je suis le premier à être content de l'attention qu'il porte aux détails, mais c'est les murs qu'il est censé regarder. Paul vit le rêve de tout crack de l'informatique. Il a d'un côté le dernier cri de la technologie et de l'autre côté, une femme magnifique. Je vais le laisser profiter de ses recherches. On a fouillé l'appartement de fond en comble. C'est décevant, mais c'était quand même utile. On en apprend plus sur les méthodes de Pablo, alors on fait évoluer notre tactique. Ça change la donne et il faut qu'on s'adapte. Paul fait intervenir de nouveaux collaborateurs dans notre opération. Des scientifiques. Ils connaissent le matériel, ils savent s'en servir, effectuer des mesures, et ils peuvent interpréter les données qu'ils obtiennent. Ben, Doug, je vais devoir m'en aller pendant quelques jours. Mais je vous ai trouvé une super équipe. Ils vont me remplacer. Voici le docteur Alastair McClymont, avec qui je travaille depuis 5 ans, et le docteur Laura Sherrod, professeure associée à l'université de Kutztown, en Pennsylvanie. Elle a 20 ans d'expérience et elle se spécialise dans l'étude des faibles profondeurs. La technologie de pointe est indispensable à cette mission. On veut agir vite. On n'a pas le temps de fouiller des dizaines de sites différents. Bienvenue en Colombie. Il faut qu'on optimise au maximum le temps passé sur site. On analyse le terrain au plus vite, on creuse là où ça semble le plus pertinent et on s'en va. On est un peu dépassé là. On est ravis que vous nous rejoigniez. Paul fait un excellent boulot, alors la barre est placée très haut. Si on veut retrouver le trésor d'Escobar, on va devoir se pencher sur tous les aspects de sa vie, pas seulement sur son trafic de drogue. Alors, pendant que Doug attend d'obtenir un face-à-face avec Popeye, j'ai pris contact avec Luz Maria, la sœur de Pablo Escobar. Le ranch de la famille Escobar se trouve à seulement quelques heures de Medellín. La ferme de Luz Maria est le point de rencontre de toute la famille Escobar. Pablo y est retourné à de nombreuses reprises, y compris quand il était en cavale. D'après ce que je sais, c'était le premier à acheter ces terrains. Avant, il n'y avait que de la jungle ici. Ça lui donnait un avantage pour s'échapper. On a déjà retrouvé de l'argent sur certaines des propriétés de Pablo et la maison de Luz Maria est un site de choix. Pour autant que je sache, elle n'a jamais été attaquée ni fouillée par la police. Et elle accepte de nous accueillir. Il est bien possible qu'elle cache l'argent de son frère sans le savoir. À suivre. Pablo était un as de la discrétion, il avait des cachettes partout où il allait. Tous les cadrans de la machine s'emballent et clignotent. Vous entendez? Ça ressemble à un baril.
On est sur le domaine de la famille Escobar. Il est actuellement entretenu par la sœur de Pablo, Luz Maria, qui y vit encore. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, no, gracias. Please. Ces dernières années, Luz Maria a tenté de réparer les torts que son frère a causés. Elle a mis sur pied des événements pour soutenir la communauté et elle a organisé des veillées. Pour elle, c'est une bonne occasion de trouver cet argent et de le rendre à la communauté. Ça la disculperait de toute association avec Pablo ou avec son argent sale. Ou alors, on prouvera que le pactole n'est pas là. Dans tous les cas, elle y gagne. Este sector del oriente antioqueño era muy frecuentado por él. Y él mantenía a veces cositas por ahí guardadas, a veces guardaba un que otro dinero para una emergencia. ¿Usted tiene alguna idea de dónde él podría haber escondido el dinero? Yo honestamente sí no sé dónde guardaba su dinero. Pablo était un as de la discrétion. Il avait des cachettes partout où il allait. Il est possible que sa famille vive sur une de ses propriétés sans savoir qu'il y a caché de l'argent. Quiero decirles algo. Yo con mucho gusto voy a dejarles que busquen. Si encontramos algo, entonces compartimos ayudándole a las víctimas. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Il y a plein de cachettes possibles ici. Le domaine de la famille de Pablo fait plusieurs hectares. C'est un site très riche. Pour moi, on a intérêt à en fouiller les moindres recoins pour tirer tout ça au clair. On a l'autorisation de fouiller tout le domaine. J'appelle l'équipe de techniciens pour lancer des recherches poussées. On va emmener ça là-bas. On a tout un arsenal de technologies dernier cri à notre disposition. Elles peuvent nous être utiles dans beaucoup de scénarios différents. Voici un GPS qui vous permettra de suivre votre avancée quand vous serez dans cette zone boisée. Ok. Lequel d'entre vous veut Moi. le prendre? Ben, c'est un intello. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un intello pur et simple. Et c'est marrant parce que moi, je trouve ça plutôt cool. Parce qu'il est impossible à mettre dans une case. Il est aussi capable que moi d'être un gros dur. On a suivi le même entraînement, mais lui, c'est vraiment le roi des intellos. Par devant, c'est toi qui as le GPS. Du coup, je risque de trébucher. Si je passais devant, ça changerait pas grand-chose. Si, j'aurais qu'à te suivre. Là, je regarde ce truc. Pas besoin de le regarder. Si, je dois lire ce message. Doug craint. C'est les géophysiciens qui le disent. C'est très vallonné ici. C'est clair. Certaines mesures ne vont pas être faciles à prendre. Vive le sport. J'ai besoin d'aide. Ça va? Je suis tombée dans la fosse septique. Ça va? Ça va, oui, mais je veux pas que le matériel soit mouillé. Ok. J'arrive pas à sortir. T'es tombé dans quoi? La fosse septique. C'est pas vrai. Il n'y a pas que l'odeur qui est dégueu. Faut faire attention par là. Mon pied gauche a glissé. J'avais des os usés jusqu'au nombril. Oh, c'est crade. Je vais m'arrêter quelques minutes pour me changer et nettoyer le matériel. Après, c'est reparti pour la géophysique. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'une pause. Qu'est-ce que t'en penses? Je sens bon ce matin? Tu schlingues. On dirait un bunker en béton. Là-bas, en bas. Le radar confirmera. Le radar à pénétration de sol envoie donc des ondes qui rebondissent ou non, notamment sur des objets enterrés. Il peut révéler des dépressions dans le sol ou des trous. Et tout ça sans dégainer une pelle pour creuser. Grâce à lui, on peut savoir s'il y a un trou dans le sol, s'il a été creusé par l'homme et la taille qu'il fait. Notre détecteur de métaux, lui, peut localiser n'importe quel morceau de métal. Il est extrêmement puissant et sensible. Tous ces outils nous permettent de trouver des indices qui sont invisibles à l'œil nu. De ce côté-là, voilà, ici. Ouais. C'est ici, c'est sûr. Il faut clairement creuser ici en priorité. Ouais. Le détecteur de métaux capte un truc énorme dans le champ. Ces pics sont super élevés. Je me demande ce que ça peut être.
Tous les cadrans de la machine s'emballent et clignotent. Et ça n'arrête pas de biper. Faut qu'on regarde, qu'on voit ce qu'il y a là-dessous. On pense avoir trouvé. Notre détecteur de métaux est un outil extrêmement sophistiqué. Il est conçu pour détecter des bombes ou des engins explosifs improvisés enterrés le long de la route. Ses capacités sont extraordinaires. Là où on est maintenant, tout ce coin-là regorge de métal. Il y en a plein. On détecte de petites anomalies partout dans cette zone. Si on décide de faire des fouilles, c'est sans doute ici qu'on a la meilleure chance de trouver quelque chose. Si d'après vous, il y a tant de métal enterré ici, il faut se concentrer sur les fouilles. C'est trop profond pour qu'on puisse creuser à la main. D'après les techniciens, le métal qu'ils ont détecté est enterré assez profondément. Alors, il va falloir faire venir la pelleteuse. Dans le barrio, il y avait beaucoup de zones à creuser et peu de temps pour le faire. C'était risqué, mais on a fait venir la pelleteuse pour fouiller le maximum d'endroits. Ici, chez Luz Maria, il n'y a aucun risque, alors je veux m'assurer qu'on couvre autant de terrain que possible. Si un truc nous semble intéressant, on lui demande de s'arrêter pour jeter un œil. Ok. Vous entendez? Il a touché quelque chose là. On l'arrête? Ouais. Peut-être un baril? Tu crois? On voit sur l'écran qu'il y a un très grand pic. Ouais, c'est à peu près ce que tu t'attendais à trouver quand t'as fait tes mesures? Non, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Il y a peut-être d'autres morceaux? Ça ressemble à un baril. L'épaisseur me rappelle celle des barils de 200 litres. On sait que Pablo enterrait de l'argent dans des barils, aussi bien en plastique qu'en métal. Il préférait le plastique, mais même cela avait un peu de métal dans le couvercle, pour l'étanchéité. C'est comme si des alarmes se déclenchaient dans ma tête. Je veux trouver le reste de ce baril. On s'y remet. Alors on creuse, et on creuse encore et encore. D'autres morceaux du baril? Montre. On dirait oui. Il détecte encore quelque chose juste en dehors de la zone qu'on creuse. Il y a encore une chance? Il y a une chance, oui. Super. Tout au bout, encore un peu, voilà. Excellent. On va continuer jusqu'à ce que le détecteur ne relève plus rien, jusqu'à retrouver la moindre particule de métal. C'est bon. Alors, Laura? Il n'y a plus de pic. Non? Non. Il n'y a plus rien. Plus de réaction. On a tout sorti alors. Fait chier, ça craint. On a trouvé des éléments qui indiquent qu'il y avait une caleta ici. Mais s'il n'est pas entreposé correctement, l'argent se décompose très vite. C'est à base de coton, donc la moindre fissure dans une caleta ou dans un fût rouillé, et l'argent a tendance à pourrir très rapidement. Pablo était très méticuleux et attentif aux moindres détails, alors il y a encore une chance qu'on retrouve un baril assez bien fermé pour que l'argent soit encore là. Et il y a toujours l'or. D'après ce que j'ai vu, il doit y en avoir encore beaucoup sous terre. Sur ce coup-là, on n'a pas eu de chance. C'était pas une bonne journée et ça craint. Mais Pablo avait des centaines de maisons. Et malgré le retard, on s'approche doucement du but. Pour moi, on est sur la bonne piste. On est tous à la base. Je reçois un coup de fil et c'est lui. Popeye. Comment vous expliquer? Popeye veut me parler tout de suite. Il veut organiser un rendez-vous, il veut me voir. Et il veut me voir à une heure bien précise, dans un lieu qu'il a choisi. C'est comme ça et pas autrement. Terminé. Popeye appelle. Il veut nous rencontrer. Et c'est lui qui fixe toutes les conditions. Il faut prendre une décision. Ça passe ou ça casse. On va le voir ou pas.
Popeye, c'est un sacré personnage. Il a le sens du spectacle, il est impulsif, c'est un sicario, un tueur. Pourquoi il nous aiderait? Il a une émission de télé et il a écrit un livre. Ce qu'il veut, c'est faire sa pub. Et aussi, il vient de sortir de prison et il galère, comme tout le monde. Il flaire de l'argent, il flaire une aubaine. Popeye lui-même n'est pas une menace. Il ne va pas prendre le risque de foutre en l'air toute la vie qu'il s'est reconstruite. Mais, 3 petits points, notre rendez-vous, lui, représente un danger très sérieux. À cause de tous les gens qu'il a blessés et qui souhaitent le voir mort et le faire souffrir un maximum. Je pourrais me retrouver au milieu. Un endroit comme celui-là, c'est dangereux. Les gens qui ont besoin de discrétion ont tendance à privilégier les coins sombres et isolés. Des ivrognes. Il pourrait y avoir des drogués ici. Et des criminels. Il ne devrait pas tarder à arriver. Tu lui as dit de venir seul, j'imagine. Espérons qu'il sache obéir aux règles. Je sais que Juan Esteban l'a prévenu pour les caméras. Pour un rendez-vous avec quelqu'un comme Popeye, les caméras, c'est avant tout un filet de sécurité. C'est un peu comme un parachute pour une chute libre. C'est le truc le plus stupide qu'on ait jamais fait. Ouais, on est sûr de vouloir l'argent à ce point-là? Ouais. Yo vengo. Je suis un peu sur les nerfs, là. Je me sens pas parfaitement en sécurité, déjà. Et à votre avis, Doug se sent comment? Je pense qu'il est inquiet pour sa sécurité. Il se demande ce qu'il fout. On ne sait pas qui d'autre pourrait aider Popeye, ni dans quel guêpier on est en train de se fourrer. On croit Juan sur parole. Il dit que Popeye va être réglo avec nous, qu'il ne prépare pas un coup fourré. Et on choisit aussi de faire confiance à Popeye, de croire qu'il veut se racheter. Mais ça ne veut pas dire grand-chose dans la bouche d'un assassin qui a passé des années en prison pour meurtre. Pour des centaines de meurtres. Le risque est très élevé et la récompense incertaine. C'est une inconnue. Mais c'est quand même un risque que j'accepte de courir parce qu'il est le seul à pouvoir répondre. Il y a de l'argent ou pas? ¿Vienes solo? Vengo solo. ¿Tienes un arma? La prison qu'il s'est fait construire se trouve en périphérie de Medellín. On l'appelle la cathédrale. Ça me paraît bien comme endroit pour vos recherches. On sait qu'il a enterré des choses là-bas. Él torturaba y masacraba personas. Regarde, il y a des inscriptions gravées dans le mur. On pense vraiment qu'on a une bonne cible par ici. Hé les gars, je vois quelque chose au bout du champ. J'arrive. Ouais, dépêche-toi, dépêche-toi.